Donc, Unitree vient de sortir un robot qui court plus vite qu'Usain Bolt n'a jamais couru et qui saute plus haut, sans élan, que n'importe quel être humain à ce jour. Ils l'ont construit en un peu plus de 3 mois. Et ils ont publié la vidéo 3 jours avant que leur action ne commence à être cotée à Shanghai. Rien de tout cela n'est dû au hasard, et le timing représente la moitié de l'histoire. La machine s'appelle Superman, ce qui n'est pas vraiment subtil. Un saut vertical de 2 mètres, soit environ 6 pieds et demi, sans élan, sans course d'approche. Vitesse maximale de 12,66 mètres par seconde, ce qui équivaut à environ 41,5 pieds par seconde, soit à peu près 28,3 miles à l'heure ou 45,6 km à l'heure. Et le détail qui compte, ses jambes ne mesurent que 0,85 mètres de long, soit 2,7 pieds. Des jambes courtes atteignant ces chiffres signifie qu'il ne mise pas sur la longueur de foulée pour atteindre cette vitesse. Il obtient cette vitesse grâce à la puissance des actionneurs et au contrôle de la démarche, ainsi qu'à la fréquence maximale à laquelle ses jambes peuvent se déplacer. Unitree précise clairement que ce n'est pas du tout terminé. Ils ont dit que le matériel a encore une marge d'amélioration significative dans les mois à venir. Et étant donné une fenêtre de développement d'à peine un trimestre, je les crois. Pour donner un contexte, la vitesse de pointe instantanée de Bolt lors de son record du monde sur 2900 mètres était de 12,42 mètres par seconde. Le record du saut en hauteur sans élan chez l'humain est d'environ 1,8 mètres, et le robot a franchi 2 mètres. Dans la vidéo, il saute, atterrit et reste debout, ce qui est vraiment la partie la plus difficile du tour. Atterrir d'une chute de 2 mètres sur des jambes aussi courtes, sans que les genoux ne plient ou que le torse ne bascule en avant, est un problème de contrôle, pas de puissance. Pour être honnête, rien de tout cela n'a été vérifié de manière indépendante. Ce sont des chiffres de l'entreprise tirés d'une vidéo de démonstration de la société, publiée lors d'une semaine où environ 900 millions de dollars dépendaient de l'enthousiasme du public. Je ne dis pas qu'ils sont faux, je dis qu'ils ne sont pas audités. Et ces 900 millions, c'est ce qui change complètement la perspective. Absolument tout. Unitree est sur le point de devenir la première entreprise de robotique à usage général à être cotée sur le marché boursier de la Chine continentale. Les échanges commencent mercredi à Shanghai. Ils ont levé 6,1 milliards de yuan, soit environ 905 millions de dollars, lors de l'introduction en bourse la semaine dernière, avec des actions fixées à 22 dollars. La demande des investisseurs particuliers a été sursouscrite plus de 8000 fois. 8000. C'est un record pour le marché star de Shanghai, axé sur la technologie. Et les échanges offshore sur produits dérivés, avant l'introduction en bourse, indiquaient également un début solide, donc cet engouement n'est pas uniquement un phénomène limité aux investisseurs particuliers. Il y a aussi un vent favorable derrière tout cela. Les actions technologiques chinoises se remettent de la vague de vente du mois dernier, et l'indice Star 50 a rebondi d'environ 15% après avoir atteint un creux de 3 mois début août. Donc Unitree arrive sur un marché déjà bien disposé. L'entreprise est basée à Hangzhou et son fondateur Wang Ximxing est devenu une sorte de figure nationale. Il a eu une place au premier rang lors d'un sommet organisé l'année dernière par le président Xi Jinping pour les principaux entrepreneurs technologiques, ce qui, dans le secteur technologique chinois, équivaut à un feu vert permanent. Parmi les investisseurs, on compte Tencent, Alibaba et DeepSeek. Et ses débuts en bourse à Shanghai a lieu la même semaine que l'ouverture de la conférence mondiale des robots à Pékin, ce qui attire beaucoup d'attention sur une seule entreprise en même temps. Qu'il y ait du fond derrière le spectacle ou non, les chiffres des expéditions disent oui. Unitree a déclaré le 12 août qu'elle avait produit et livré au total environ 18 000 robots humanoïdes bipèdes, tous modèles confondus, à fin juillet. Et ce chiffre n'inclut pas leurs autres modèles humanoïdes ni leur plateforme à roues. Smart Analytics Global estime qu'ils expédieront environ 5 900 humanoïdes rien que pendant le premier semestre 2026, soit une augmentation de 170% par rapport à l'année précédente, ce qui représente 31% de toutes les expéditions mondiales d'humanoïdes. Et le chiffre plus large, qui devrait être davantage mis en avant, les fournisseurs chinois ont représenté plus de 97% des expéditions mondiales de robots humanoïdes au premier semestre 2026. Ce n'est pas une avance, c'est une domination totale. Ce n'est pas non plus la première tentative de Unitree pour battre le record de vitesse. En avril dernier, leur humanoïde H1 a atteint 10 mètres par seconde sur une piste d'athlétisme. 10,1 au moment de passer le portique de mesure de la vitesse, même si l'entreprise elle-même a signalé la possibilité d'une erreur de mesure. La longueur combinée de la cuisse et du mollet du H1 est de 80 cm. Et il pèse environ 62 kg, soit 136 livres. Donc des proportions humaines à peu près moyennes pour les parties importantes pour la course. Wang avait déclaré publiquement que les humanoïdes dépasseraient les vitesses de sprint humaines d'ici la mi-2026, en citant des composants moins chers et de meilleurs algorithmes comme raison. Il avait raison, plus ou moins dans les temps, ce qui en dit long sur la fiabilité des feuilles de route dans ce domaine. Alors, à quoi servent toutes ces performances athlétiques? L'analyste industriel Majiwa l'a bien expliqué. Les tests extrêmes, comme la course à grande vitesse et le saut, servent de tests de résistance. On ne construit pas un robot pour gagner des courses. Vous sollicitez simultanément le matériel, le logiciel,
le contrôleur d'équilibre et toute la chaîne de coordination du corps. Et vous observez ceux qui cèdent en premier. Un robot capable d'atterrir après un saut de 2 mètres a déjà résolu les problèmes qu'il faut résoudre pour marcher sur des décombres. Les experts s'accordent généralement à dire que la maîtrise des mouvements très dynamiques est ce qui permettra finalement aux humanoïdes de travailler sur des terrains accidentés, dans des interventions en cas de catastrophe ou des environnements dangereux. Mais les records de performance ne garantissent pas le déploiement. La fiabilité, la stabilité et l'adaptabilité au monde réel sont des problèmes distincts, et ce sont les plus difficiles. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Et cet écart précis a été mesuré publiquement ce week-end à environ 1000 km au nord. À Pékin, dimanche, 23 équipes d'humanoïdes ont participé à une mission simulée de lutte contre l'incendie et de sauvetage lors des 2e Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Les organisateurs ont fait un choix délibéré. Au lieu d'une simulation contrôlée en intérieur comme l'année dernière, ils l'ont organisée dans une véritable caserne de pompiers. Les pompiers humains ont allumé les incendies et surveillé si les robots utilisaient correctement les extincteurs. Chaque robot disposait de 30 minutes et de 3 tâches à accomplir. Identifier 2 substances dangereuses simulées placées au hasard et signaler ce qu'elles étaient à l'aide d'images. Localiser et fermer 3 vannes sélectionnées au hasard, puis trouver un extincteur et pulvériser jusqu'à ce que le feu soit éteint. Classement aléatoire, donc impossible de mémoriser le parcours. Les résultats ont été une vraie leçon d'humilité. Sur les 12 équipes qui ont participé dimanche, 3 ont réussi à relever l'ensemble du défi. 3. Le robot d'Unix AI a terminé dans le temps imparti, mais il s'est déplacé beaucoup plus lentement qu'un pompier humain et a eu besoin de 2 tentatives rien que pour aligner sa main avec la cible de l'extincteur. Et les raisons de ces échecs sont exactement celles auxquelles on s'attend lorsqu'on sort d'un laboratoire. La pluie, la lumière extérieure changeante, le chaos environnemental général, tout cela dégrade la reconnaissance visuelle et la manipulation. Une défaillance, que ce soit dans la perception ou dans la planification des mouvements, compromet toute la tentative. Les robots devaient identifier les objets, choisir les bonnes actions et coordonner précisément plusieurs articulations tout en restant équilibrés, le tout en même temps, dehors, sous la pluie. La diversité du matériel était également intéressante. Les différentes tâches exigent des approches opposées. Vous voulez des articulations très précises pour un travail manuel habile et des actionneurs à couple élevé pour la force et la locomotion, et ce ne sont pas les mêmes composants. Certaines équipes ont complètement ignoré les pieds et ont utilisé des roues omnidirectionnelles. D'autres ont apporté des mains à articulations multiples, conçues pour la manipulation fine. Beaucoup d'entre eux utilisaient des modules d'articulation développés en Chine, avec des actionneurs cerveau couvrant tout, du contrôle de précision à faible force jusqu'au mouvement à haute force. La téléopération fait toujours pleinement partie de l'ensemble. Certaines équipes utilisaient des casques VR pour contrôler les robots à distance, juste avant ou pendant leurs essais. Les opérateurs reçoivent un flux en première personne depuis les caméras embarquées et dirigent en temps réel. Ce n'est pas une autonomie totale et personne ne prétend le contraire. L'événement lui-même a pris une ampleur considérable. Il est co-organisé par le gouvernement municipal de Pékin et China Media Group, et il est passé de 3 à 5 jours, avec des sessions l'après-midi et en soirée. 30 épreuves compétitives plus 21 épreuves basées sur des scénarios, contre 26 épreuves au total lors de la première édition, avec de nouvelles disciplines comme le saut en longueur, l'haltérophilie, le tir à la corde et le tennis de table. Au total, cela réunit 6 robots de 6 équipes provenant de 16 pays. La participation des équipes a augmenté en pourcentage et la participation des robots a quadruplé. Et le véritable résultat utile ici, ce ne sont pas les médailles, mais les données sur les échecs. Chaque rotation de vanne ratée et chaque pince mal alignée alimente la perception, la planification des mouvements et la couche d'IA. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, une équipe américaine
une entreprise avance une vision très différente de l'usage de ces machines. Foundation Robotics propose que des humanoïdes surveillent la frontière sud des États-Unis. Le PDG Sankaït Pathak affirme que l'entreprise a présenté sa technologie à des responsables du département de la sécurité intérieure et est en discussion avec plusieurs agences de sécurité nationale. Le DHS indique qu'il n'a actuellement aucun accord, aucun projet pilote et aucun contrat principal actif avec l'entreprise. Donc on en est au stade des discussions, pas à celui des contrats. Leur robot s'appelle Phantom et l'argument principal est le terrain. Il y a des terrains le long de cette frontière qui sont difficiles pour les personnes, difficiles pour les véhicules, hors de portée des caméras fixes et peu pratiques pour les drones. La fondation affirme que Phantom peut naviguer de façon autonome sur un terrain accidenté, distinguer les personnes des autres obstacles, cartographier son environnement et signaler les passages potentiels afin que les agents humains décident de la réponse à apporter. Ils évoquent également la possibilité d'opérer dans des tunnels et d'assurer une surveillance continue pendant que le personnel reste dans un endroit plus sûr. La résistance aux intempéries est actuellement le point faible, mais ils s'attendent à une deuxième génération plus robuste dans les mois à venir, avec une étanchéité à l'eau et à la poussière, et Pathak pense qu'un projet pilote pourrait bientôt commencer, suivi d'un déploiement à plus grande échelle. Il a déclaré que l'entreprise envisagerait d'armer les robots si le gouvernement le demandait, tout en soulignant que les machines ne sont pas destinées à prendre des décisions d'intervention par elles-mêmes. Côté spécification, Phantom mesure 1,80 m, soit 5 pieds 11 pouces, 176 livres, soit 80 kg, avec 29 degrés de liberté. Une vitesse maximale de 1,7 m par seconde. Et une capacité de charge utile de 40 kg. Une capacité de charge utile de 40 kg. Donc lent comparé à Superman, mais conçu pour porter et pour l'endurance plutôt que pour le sprint. Il fonctionne avec les actionneurs cycloïdaux conçus par Foundation, jusqu'à 160 Nm de couple maximal. Un couple de réversibilité inférieur à 1 Nm, un temps de réponse inférieur à 10 millisecondes. Avec un faible jeu et un fonctionnement silencieux, qui présente comme ayant une faible usure, une grande disponibilité et un entretien minimal pour les applications industrielles et de défense. Ils ont également récemment présenté une main à tendon attrapant une balle de baseball, ce qui démontre une certaine dextérité. Le cerveau s'appelle Cortex et son architecture est inhabituelle. Il fusionne des modèles linguistiques, visuels et multimodaux avec une intelligence artificielle informée par la physique. Et le mécanisme central utilise des filtres bayésiens variationnels profonds qui encodent les données sensorielles, mettent à jour les prédictions grâce à l'inférence bayésienne, puis génèrent des actions en fonction de ce qu'il prévoit qu'il se passera ensuite. La Fondation affirme que, comparé à l'apprentissage par renforcement ou par imitation, cela nécessite moins de données tout en offrant une meilleure capacité de prédiction, d'adaptabilité et de généralisation. Cela vise à saisir des objets, empiler des conteneurs et naviguer dans des environnements. Et puis, il y a une entreprise qui soutient que la forme humanoïde n'est tout simplement pas la bonne question. Fijin Robotics a lancé Fijin 5.0, un modèle fondation à incarnation croisée conçu pour conserver les connaissances des tâches lorsqu'on lui change de corps. La dépendance qu'ils attaquent est réelle. Normalement, si vous changez le robot, une grande partie de l'intelligence doit être réentraînée. Phi0 encode à la place la structure physique propre du robot et son état actuel comme partie des informations qu'il utilise pour générer des actions, à travers ce qu'ils appellent un graphe d'incarnation, couvrant la morphologie, la perception, l'actionnement et l'état, plus des composants pour lire l'environnement physique, l'interprétation des démonstrations et la prédiction de ce qui se passe après une action donnée. Pour le tester, ils ont construit 3 manipulateurs souples à tendons, ceux qui ont reçu le surnom de Dr Octopus. L'A01 reste simple, avec un seul segment flexible, 2 degrés de liberté, 750 grammes de poids et une charge utile de 200 grammes. Tandis que l'A02 passe à 2 segments, 4 degrés de liberté et une charge utile de 400 grammes. Et l'A03 passe à 3 segments, 6 plus 1 degré de liberté, un bras de 50 cm et une capacité de charge de 600 grammes. Les bras souples sont un cas de test délibérément difficile. Une articulation rigide a des positions et des plages définies, tandis qu'un bras qui se plie en continu change de forme pendant qu'il fonctionne. Donc sa configuration fait partie du problème que l'IA doit résoudre. L'autre moitié de la présentation concerne l'apprentissage à partir d'une seule démonstration. Donner à Phi0 une tâche qui dépasse ses capacités, et un humain fournit une seule démonstration que le modèle utilise comme contexte au moment de l'inférence, au lieu de déclencher un nouveau cycle d'entraînement. Il ne s'agit pas de copier les trajectoires de la main. Il s'agit d'extraire les objets impliqués, la séquence, les événements de contact importants et l'état final souhaité, puis laisser le robot déterminer comment y parvenir avec le corps dont il dispose. Fijin appelle l'ensemble du concept Soft Embodied Intelligence, et c'en est encore à ses débuts. Ces affirmations doivent être confirmées sur un matériel beaucoup plus varié et dans des environnements réels avant que quiconque puisse vraiment y compter. Mais l'idée sous-jacente représente un véritable tournant. Au lieu de se demander quel corps unique peut tout faire, il se demande si une seule intelligence peut piloter plusieurs corps spécialisés.
Des bras rigides pour les travaux de précision, des manipulateurs souples pour la manipulation délicate, des machines conçues spécialement pour les espaces confinés ou dangereux. Si cela fonctionne, le matériel n'aura plus à assumer seul toute la polyvalence. Voilà où nous en sommes cette semaine, donnez votre avis ci-dessous, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.